travaille pour Global Watch. Nous y voilà. Global Watch, leader mondial de la télésurveillance. Global Watch qui investit plusieurs hectares en pleine nanozone il y a quelques années, après la deuxième vague d'émeutes. Quand la convention pour l'universalité a été signée, il n'était question que de protection des institutions démocratiques et de sécurité des citoyens. Ils ont même pu caser développement durable, quelque part. Comme d'habitude, en pareil cas, les terriens ont voté contre et perdu la bataille avec dignité. Une fois en place, Global Watch nous a fourgué ses caméras intelligentes et son armée de drones volants, prêts à quadriller la ville en cas de crise. Désolé, fais-je, mais je ne vois pas ce que Global Watch peut vendre à quelqu'un comme moi, à part votre propre mise en faillite. Ce que je vous propose est gratuit. Voulez-vous savoir de quoi il s'agit? Nous entrons dans le vif du sujet, quel qu'il soit. Je marmonne à un sentiment. Comme vous le savez, commence-t-elle? Cette ville a été équipée d'un système de caméras numériques à haute résolution, piloté par des logiciels capables de reconnaître une personne et de la suivre. Vous n'ignorez pas non plus que les informations collectées alimentent une base de données destinée à la lutte antiterroriste. Tout le monde sait ça. Depuis une semaine, vous passez une grande partie de votre temps libre à coller des affiches représentant une boîte de petits pois. Je n'avais pas l'intention de le nier. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes que je vois tous les jours se livrer à des actes incompréhensibles. J'aurais pu classer votre manie dans la catégorie des comportements pathologiques, mais il m'a semblé qu'elle relevait d'une être logique. Merci. J'ai donc consulté votre dossier, passé en vue les images des jours précédents, reconstitué votre emploi du temps. Il était facile de faire le lien entre les petits pois et l'hypermarché. Grâce aux vidéos internes du magasin, j'ai compris que vous cherchiez à prendre contact avec la femme aux yeux bleus. Me suis-je trompé? Ça ne vous regarde pas. Écoutez-moi bien. Je peux vous donner l'identité de cette femme. Vous n'avez rien à faire en échange et personne ne le saura jamais. Je vous le garantis. Dites oui et je vous envoie son nom et ses coordonnées. Je refuse, dis-je instinctivement. Un silence survient. Il y avait dans le ton d'Argus une distance qui me retient de raccrocher à nouveau. Bien répondu, répond-elle. Vous avez le bon profil. Le bon profil, pourquoi? Pour entendre ce que j'ai maintenant à vous dire et que je ne peux pas dire à n'importe qui. Vous vouliez dire que vous venez de me tester? C'était nécessaire. Votre groupe politique s'est opposé à l'arrivée de Global Watch, mais les réactions individuelles sont impossibles à prévoir. Et j'espère que vous me pardonnerez ce petit superfuge. Et si j'avais dit oui, je ne vous aurais pas donné l'identité de cette femme, si ça peut vous rassurer. Vous savez qui c'est? Évidemment. La reconnaissance de visage l'a identifié en une fraction de seconde, et son nom est aussitôt apparu sur mon écran. Une vague de frustration me submerge. Dopé par mon sens de la contradiction, l'envie de revoir l'inconnu est revenue plus vive que jamais. Une silhouette féminine au regard bleu danse devant moi. Je me suis laissé entraîner sur une voie sans issue. Dès que possible, intensifier la campagne d'affichage. En fond sonore, Argus a recommencé à parler. Il est question de sociétés concurrentes rachetées, de fichiers regroupés, d'une base de données gigantesque jamais rassemblée jusqu'à présent. Elle dessine à coups de longues phrases glaciales un tableau apocalyptique, celui d'un monstre aux tentacules invisibles, capable de reconnaître un type de langage ou un grain de beauté. Elle peut me donner un nombre étonnant de détails sur ma vie, dont la date exacte de mon appendicite et la hauteur sous plafond de mon premier studio. Je ne suis pas sûr de comprendre. Que voulez-vous au juste? Vous transmettre des informations confidentielles, répond-elle avec une pointe d'agacement, sur Global Watch elle-même. Je vous ai choisi parmi une vingtaine de personnes. Vous n'avez pas idée des risques que je prends en vous parlant. Maintenant, je vous demande de me dire si ça vous intéresse ou pas. Ben voilà, la place aux autres. On est complètement plongé dans ce monde qui apparaît finalement assez proche du nôtre, pas si inquiétant. Et en fait, ça fait froid d'un coup. Oui, c'est bien que vous ayez lu cet extrait, parce qu'effectivement, on rentre un peu plus dans le vif du sujet, et notamment sur le fait que dans la précision, il est question d'image. Donc on est en train d'envisager de mettre en image quelque chose dont un récit, une fiction, donc un des aspects est précisément l'image, et précisément la façon dont le traitement de l'image, dont l'image va être utilisée, et déjà utilisée dans nos sociétés, dans nos villes. Le premier média pour parler de ça étant le réseau de caméras de surveillance. Londres, c'est déjà quand même pas mal vidéo-surveillé. Dans la ville de la place aux autres, on est dans un monde puissance 10. On est dans un endroit où on peut pratiquement plus se déplacer sans être vu par cette société de société qui est Global Watch, mais qui finalement
effectivement n'est qu'une façon de parler de ce futur possible qui nous attend. Et par conséquent, notre façon, et ça on verra la place, Guillaume verra la place qu'on peut donner à ça dans une éventuelle adaptation, ne peut pas être naïf par rapport à l'image, puisqu'il justement il est déjà question d'image. Il est question de l'emmener dans une image qui peut être à la fois un moyen de contrôle. Je dis ça rapidement parce qu'il y a différents aspects, mais dans ce cas-là, c'est un moyen de contrôle, mais aussi le support d'une création artistique. Et ce sera le cas finalement du récit de la perceuse. Et on verra peut-être dans quelle mesure ça pourra rentrer dans une fiction cinématographique. Et cette ambivalence d'une image qui est déjà très très largement présente, je crois, dans le roman. Je crois que c'est un aspect important effectivement de l'intérêt et de l'intérêt général dans cette démarche. Vous avez remarqué quand même que Global Watch fait tout pour nous empêcher de parler. Plus sérieusement, l'auteur et le producteur, en général, c'est plutôt le producteur, on l'a dit tout à l'heure, et l'éditeur. Et l'auteur, c'est quand même un empêcheur de tourner en rond en général. C'est celui dont les pieds, vous savez, dans le trio entre le mari et l'épouse, il y a l'amant, avec les pieds qui dépassent du tapis. En gros, l'auteur, ça peut être celui-là ou celui qui fait tapisserie. Et quelque part, c'est quand même celui qui est susceptible d'être le producteur et l'éditeur. C'est celui qui va chipoter, celui qui va dire « Ah, mais mon roman, il n'est pas comme ça. Ah, mais je suis trahi, surtout ce film a du succès. » En général, il va à la fois gagner son niveau tableau, à la fois il va profiter de la notoriété du film, et à la fois il va crier à l'artiste trahi, ce qui lui permettra de vendre des livres tout en profitant de son intégrité protégée et restaurée. Et là, c'est une idée, je n'y avais pas pensé, mais je c'est pas mal, hein, c'est pas mal, c'est très pro. Et c'est très français. Et en revanche, je me dis que là, peut-être le producteur a de la chance, parce que vous travaillez vous-même sur les images, et que quelque part, vous comprenez bien qu'un roman, ça n'est pas un film. Est-ce que je me trompe, Philippe Mouche? J'en suis absolument persuadé. Je ne vais pas prétendre avoir une expérience d'adaptation que je n'ai pas. Donc on est là dans un débat sur un moment particulier qui est un début. Moi, ça m'exalte complètement. Même, je ne le cache pas. J'ai pas l'intention, enfin, peut-être que je le ferai sans le faire, mais j'ai pas l'intention de considérer qu'on porte en écran. C'est pas ça du tout. C'est une création totale. Une création totale, ça utilise de toute façon déjà des choses existantes. C'est plus que là, on le contractualise, et c'est normal, parce que c'est effectivement un point de départ, mais d'une certaine façon, ce ne sera pas le seul point de départ. Il y aura beaucoup de choses, il y aura la culture de Guillaume, il y aura un certain nombre de choses qui vont arriver, et nécessairement, le résultat doit être quelque chose d'autonome, qui soit visible par des gens qui n'ont jamais lu le livre, et c'est absolument nécessaire, bien entendu, ne serait-ce que pour des raisons de diffusion, et qui soit aussi, peut-être, probablement, dans le sport, qui dépasse, qui apporte, qui complète, qui transcende ce qui peut être évoqué dans le livre. C'est effectivement quelque chose dont je suis persuadé. Alors maintenant, comment moi-même en tant que personne ça va se compiler, et ça l'histoire n'est pas écrite. Et en tout cas, je ne peux pas être de toute façon, c'est pas seulement ma question de mentalité ou de psychologie personnelle, mais de toute façon, dans la situation dans laquelle on est, ce serait absurde de ma part d'être dans une situation de quelconque intransigeance par rapport à telle ou telle ligne du livre. Voilà, c'est ma position de départ. C'est rassurant pour un producteur. Quelle est la question? Ben justement, quand on est producteur et qu'on a envie d'adapter un livre, est-ce qu'on n'a pas cette inquiétude de se dire que l'auteur va plutôt être, alors qu'il devrait quand même plus ou moins m'intéresser, mais plutôt plus que moi par l'adaptation d'un livre, est-ce qu'il n'y a pas toujours une inquiétude sur un producteur de se dire l'auteur va plutôt être quelqu'un qui, loin d'être enthousiaste, va plutôt dire ah, vous n'adaptez pas mon roman, vous me trahissez, c'est pas exactement ce que j'aurais fait, etc. D'autant plus s'il n'est pas scénariste, et si vous prenez un scénariste qui est quelqu'un d'autre que l'écrivain, c'est en général le cas. Ça dépend comment on regarde les choses. Le process normal, c'est que le producteur ne rencontre pas l'auteur du roman. Donc le producteur ne se pose même pas la question de savoir si l'auteur du roman va l'inviter ou pas, sauf si lors de la sortie du film, le producteur du roman renie publiquement l'adaptation, donc fait une publicité négative au film. Mais dans ce cas-là, ça c'est autre chose.
peut demander de le faire retirer par contrat, il apparaît comme l'auteur de l'œuvre originale dont il tirait l'adaptation. Mais il y a souvent une clause qui lui permet aussi, s'il s'estime, s'il a envie d'enlever, qu'on enlève le fait qu'on cite son œuvre comme œuvre de référence. Donc c'est, je dirais, en dehors de ce cas-là qui est touchy au moment de la sortie du film, et qui me concerne en fait, il faut savoir que les auteurs qui ont une notoriété, puisqu'ils ont, en achetant le droit d'adapter un livre qui a une notoriété, on achète aussi, entre guillemets, c'était un mode depuis quelques années, une marque, c'est-à-dire un écho, on achète un bout de campagne média, qui remonte un nombre de spectateurs. Donc dans ce cas-là, ça peut être gênant. Sinon, pour un producteur, il s'en fout totalement. Il a acheté un éditeur des droits, il donne un scénariste, il engage un réalisateur. Donc ça ne peut être qu'un plus. Ce que je veux dire par là, la réponse à votre question, c'est que le fait que je puisse connaître Philippe et avancer sur ce projet-là comme sur d'autres projets, échanger, me plonger davantage sur l'univers qui est le sien, qui a donné naissance en fait à la place aux autres. En tout cas, il a fait un travail de transformation. Je crois qu'on est toujours l'auteur de sa propre, d'une seule œuvre qui est sa vie, et on la met un peu partout, on la transforme, donc moi ça m'intéresse beaucoup de trouver les substrats, c'est de trouver les traductions que je peux faire de ce qu'il y a dans la place aux autres. Parce qu'il y a eu une première traduction de Philippe qui a transformé sur une œuvre imaginaire quelque chose qui est de l'ordre de son expérience du monde. Et c'est dissimulé. Tout mon travail, c'est une partie de mon travail, c'est de trouver, là je parle moins en tant que producteur qu'en tant que, en tout cas sur l'aspect artistique, c'est de trouver ce à quoi ça renvoie. Alors on pourra parler si on veut de l'aspect artistique de l'adaptation, pourquoi est-ce qu'on regarde un roman, qu'est-ce qu'on cherche dans un roman, quel est le travail quasi technique ou la grille de lecture d'adaptation. Mais pour revenir à la question bête, petite question, longue réponse, ça n'est qu'un plus. Ça n'est absolument qu'un plus. Le seul auteur qui peut être dont se soucie le producteur, son vrai problème, mais aussi sa grande joie, c'est le réalisateur, qui est auteur, lui aussi à part entière, par contrat. Et c'est ce qu'on appelle la relation producteur-réalisateur, c'est le socle de la machine à fabriquer des films. Et en France, comme il y a le droit d'auteur et le final cut qui est partagé entre le producteur et le réalisateur, mais de fait, il appartient quand même beaucoup au réalisateur, parce que le réalisateur peut dire « Non, je ne suis pas d'accord, on attend ». Le producteur dit « On attend, chaque jour qui passe me coûte de temps, parce que j'ai emprunté l'argent pour faire le film ». Tout le système du cinéma est basé sur un système d'emprunt. Du coup, au bout d'un moment, le producteur dit « Bon, tu es sûr, tu ne voudrais pas qu'on... Allez, on le sort. Au moins, je vais te débarrasser, je ne paierai pas, je ne vais pas perdre toute ma mise, on va le sortir comme tu veux. » Aux États-Unis, c'est complètement différent. Si le producteur a le final cut. Donc, on a souvent deux versions. La director's cut, si le film est vraiment très bien. S'il n'y a pas de director's cut 15 ans après un film, c'est qu'il ne valait absolument pas n'avait pas le potentiel pour... Mais Ridley Scott, puisqu'on est dans la science-fiction, Blade Runner, il y a eu une director's cut qui est... Parce que le producteur est celui qui est engagé financièrement. Donc lui, il veut qu'il y ait des gens qui viennent parce que c'est comme ça qu'il va gagner sa vie. Et surtout, amortir ses dettes. C'est l'argent qu'il a engagé sur un film. Donc il n'y a pas de problème. A priori. Alors justement, vous l'évoquiez, donc je vais rebondir. Qu'est-ce qui, dans ce livre, vous a donné envie? Qu'est-ce que vous avez dit en disant « Ah, ça me plaît, je vois bien quel type de film on peut faire ». Alors, c'est très très personnel en fait. Enfin, quand je dis très très personnel, c'est pourquoi est-ce qu'on aime quelque chose et qu'on a envie de le transmettre à d'autres gens. Il se trouvait que la question des images qui est au centre qui est d'une certaine manière au centre du livre. Il y a tellement de questions au centre du livre que... Il y a même l'histoire de La question des images, moi j'ai travaillé sur un autre projet. Je travaille encore d'ailleurs sur un autre projet qui interrogeait l'image, notamment l'image numérique, l'image vidéo, le développement de la technologie à travers tous les moyens de communication, Internet et tout ce qu'on peut imaginer, mais plutôt sur les impacts dans la construction de soi.
et dans la construction de son rapport aux autres, mais dans la sphère plus intime, moins directement labellisée politique. Mais c'est déjà politique. Et avec le roman de Philippe, j'ai trouvé un écho à ce travail sur la représentation de soi, l'image qu'on a de soi, qu'on envoie aux autres, mais celle aussi qui est prise par les autres, que les autres nous plaquent dessus, sur une sphère, à une échelle clairement politique. Et ça correspondait dans les différentes choses que je voulais produire à un changement. Après avoir beaucoup exploré la sphère intime, je voulais passer à la sphère plus clairement politique. Voilà une des raisons. La politique, après, nous rassemblait autant la personne qui avait servi d'intermédiaire, qui est une amie proche, que moi, que Philippe, puisqu'on s'était de diverses manières intéressé à la geste politique. Or, c'est aussi la question de la politique dans la place aux autres. C'est la question d'un homme qui passe sa vie à faire de la politique sous une étiquette, éthérien, on aura reconnu tout groupe existant auquel on pourrait se référer, et qui, au moment où il arrête, il quitte le champ organisé de la politique tel qu'il existe, se met peut-être à avoir une action politique réelle, beaucoup plus importante. Parce que du coup, il réconcilie en fait qui il est avec... on est toujours en écart dans... Donc voilà, ça c'est une des choses qui me passionnaient. La présence du féminin me passionnait dans ce bouquin et dans les deux livres de Philippe que j'ai pu lire. Ce sont les femmes sont celles où la part féminine, la ville étant aussi une part féminine, sont celles qui déclenchent quelque chose. Alors, on ne peut pas s'empêcher de penser, puisqu'on est sur une autre terre, que Gaïa c'est féminin, c'est le yin. Donc ça m'intéressait. Parce que ce sont les questions que je peux me poser aussi, moi, en tant qu'homme. Donc voilà, il y avait ça dedans. Et puis après, je voyais que c'était possible. Parce que ça ne sert à rien pour Philippe, ça ne me sert à rien à moi. Quand je dis ça sert, c'est-à-dire ça va me poser plus d'ennuis qu'autre chose, d'investir mon temps, de l'argent, dans l'idée ou la chimère, parce que le cinéma est toujours une chimère, c'est du rêve. On vend du rêve à tous nos financeurs, on vend du rêve au public, et ça raconte aussi quelque chose sur l'être humain, sur la nécessité d'une part de rêve ou d'une part d'imaginaire. On dit souvent c'est le superflu. Non, le superflu, si on se prive de ça, on est mort. Mais il fallait que je puisse imaginer que je pouvais le produire. Or, l'anticipation n'est pas de la science-fiction et des vaisseaux spatiaux. Quoi qu'on puisse faire un vaisseau spatial très simple, on peut avec des maquettes, où tout se passe dans un vaisseau spatial, on peut s'amuser à ça. Mais donc, il y a un film que moi j'ai beaucoup aimé dernièrement qui s'appelle Le Fils de l'homme. Children of Men, qui est magnifique et qui est un film d'anticipation plus que de science-fiction. Et moi, ça me plaisait bien. Et donc, je voyais que je pouvais le faire à une certaine échéance qui me permettait de m'engager dedans maintenant, sachant que le process prend sur un livre comme celui-là, parce que je fais beaucoup d'incises, je suis désolé. La science-fiction, le film de science-fiction en France, c'est pas évident à faire. Il n'y en a pas beaucoup, on ne sait pas forcément bien faire, à part Besson, mais qui fait des films de science-fiction américains, avec une French touch légère, et puis dans une débauche de moyens. Il n'y a pas grand-chose. Il y a eu Caro qui a essayé quelque chose avec Dante Inferno, je crois que ça s'appelait comme ça. Ça n'a pas marché. Absolument pas marché. Donc l'idée aussi, l'envie, c'est à partir de sa propre culture, à partir de nos propres moyens, en France, en Europe, comment est-ce qu'on peut faire un film d'anticipation qui ne cherche pas à imiter les Américains, mais qui touche quand même voilà. le public. Et donc je pensais que c'était possible, mais il faut à peu près, j'évalue le process à peu près 5 ans pour que le film sorte. Ça veut pas dire qu'il ne sera pas tourné il sera tourné avant, mais le temps que ça sorte. Donc c'est des délais 6 mois. Ah oui, oui. Ben, à partir du moment où on contractualise le livre, il faut compter entre, allez, soyons optimistes, entre 6 mois et 1 an d'adaptation, d'écriture. Ça, c'est optimiste, hein. Écriture du scénario. Parce qu'il faut savoir qu'on va...
notre outil de travail, la base du travail pour monter un film, c'est un scénario. Sans scénario, c'est comme faire une maison sans plan. On peut. Et d'ailleurs, il y a des films, mais alors c'est une autre économie. Et il y a des films qui doivent absolument se faire sans plan. Hein. C'est-à-dire pouvoir garder une liberté, pouvoir saisir des choses qui s'improvisent, ou avoir une... mais on ne peut pas risquer... il faut mesurer les moyens qu'on investit dedans pour garantir cette liberté. Pour un film comme ça, oui, il faut un plan. Il faut le faire, le plan. Et c'est entre 6 mois et 1 an et demi, voire 2 ans, pour vraiment aboutir une version, et encore peut-être 2 ans et demi. C'est le temps moyen d'écriture d'un scénario. Dans le sens où une fois qu'on a écrit une version, il faut que ça décante pour qu'on puisse passer à la suivante, et qu'elle commence à se valider. À un moment, elle rencontre ce qu'on appelle le marché, c'est-à-dire qu'on va avoir les intervenants, qui sont soit les distributeurs, soit les chaînes, soit les intermédiaires. Et ils lisent, s'il nous faut un retour négatif ou un retour qui est « Ah ouais, c'est vachement bien, mais je n'ai pas saisi exactement là où tu veux en venir », c'est-à-dire il faut pouvoir résumer en 2 mots ce qu'on va faire. Vos interlocuteurs, pour ceux qui ont des entreprises, qui travaillent dans ces 2 mots ou 5 minutes, si ça prend plus de 5 minutes, il ne mettra pas d'argent dedans. Parce qu'il ne pourra pas lui-même le vendre à d'autres personnes. C'est pas assez clair. C'est parce que si ça peut être très clair dans votre tête, mais pas dans la transmission. Non, alors ça pose des questions d'ailleurs sur l'aspect, la société entre guillemets du marketing. Mais en même temps, je pense que c'est pas le marketing l'humain est comme ça. Les deals se font en 5 minutes en top là. On se voit et à un moment on sait qu'on va faire quelque chose avec la personne. On n'a pas passé 5 heures à éplucher ses bilans ou à lire sa biographie. Et c'est... Donc il faut avec ce film, avec ce livre, arriver avec un truc où on dit voilà, c'est ça, c'est ça. Ah oui, c'est bien ça. Et le deal se signera sans doute avant même que la personne avec qui ait vraiment lu le roman ou le scénario. Elle le donnera à lire pour vérifier à quelqu'un qui engagera, histoire d'aller vite. Voilà. C'est pas faux ce que vous dites, le festival c'est